contributions. Donc, on avait des contributions à hauteur de 5 millions, on est sur du 5 millions, sur le 5 millions 3. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le SDIS à hauteur de 1,4 million, l'Office du tourisme, l'offre numérique à hauteur de 93 000 euros, le PETR à hauteur de 98 000 euros et les 330 000 pardon, de la taxe GEMAPI. Et on a aussi toutes les subventions. Et les subventions, donc vous avez le CIAS à hauteur de 375 000 euros, Covalor Expansion à hauteur de 400 000 euros, l'économie à hauteur de 60 000 euros, Enfance Jeunesse à hauteur de 1 91 000 euros, la culture à hauteur de 210 000 euros, le sport à hauteur de 170 000 euros, les écoles de musique à hauteur de 180 000 euros, et vous avez dans ce chapitre 65 aussi les frais des élus à hauteur de 300 000 euros. Donc au niveau des subventions, juste un mot là, on l'a rappelé, je ne sais plus. Simplement au niveau des subventions, il y a eu une augmentation de 50 000 euros au niveau du CIAS, mais compensée puisqu'il y a eu une légère baisse des subventions par rapport à l'an dernier, notamment par la subvention accordée à Covalor Expansion qui était de 609 000 en 2020 et qui passe à 400 000 euros cette année. Les atténuations de produits donc, restent stables parce que en fait, ce sont les AC donc reversés par la communauté de communes aux communes et le FNJ à hauteur de 2 millions et la taxe de séjour à hauteur de 600 000 euros. Donc il y a une stabilité autour des 6 millions d'euros. Les charges exceptionnelles, donc évidemment, elles sont en baisse puisque vous savez qu'on avait fait des libérations modificatives pour notamment les aides à la crise Covid avec 240 000 euros de consommation locale, 100 000 euros pour l'abattoir de Saint-Céré et 75 000 euros pour les primes CIAS. Et il y a aussi les subventions d'équilibre des budgets annexes qui passent, on l'a vu tout à l'heure, de 225 à 109 000 euros. Donc on a des charges exceptionnelles qui passent de 600 et quelques mille euros, près de 700 000 euros à un peu plus de 100 000 euros. Voilà, donc là, on a le récapitulatif de ce qu'on vient de dire, en charge de caractère général, personnel, etc. On a pour 1 889 000 d'amortissement. Il faut virer à la section investissement, ça on l'a vu tout à l'heure, 5 476 000, et on équilibre avec une petite part pour la soif, à hauteur de 823 000 pour des dépenses imprévues, et donc on équilibre le budget de fonctionnement en dépenses et recettes à hauteur de 29 901 000 euros. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au fonctionnement? On regarde une projection par rapport à ce que peut être notre épargne budgétaire prévisionnelle en fin d'année. On a vu qu'on avait 29 millions de recettes. Si on déduit le résultat reporté de 3 millions de francs, on a 26 592 000 de recettes. Et en dépenses, on avait 29 millions 9. Si on enlève le virement prévisionnel de 5 millions 4, les dépenses imprévues et les provisions pour caution, on a des dépenses réelles qui se situent autour de 23 463 000. Donc, un résultat prévisionnel de gestion pour l'exercice de 2021 qui pourrait dépasser les 3 millions. Et si on ajoute les amortissements à hauteur de 1,5 million, on pourrait avoir une épargne brute prévisionnelle pour l'exercice 2021 à hauteur de 4,6 millions, ce qui est quand même pas mal. Et c'est intéressant de voir par rapport au montage budgétaire déjà une première prévision, bien évidemment. La commission de finances suivra ça de près par des réunions intermédiaires pour voir l'évolution de nos budgets, notre budget en recettes et en dépenses. Donc voilà pour la section de fonctionnement. S'il n'y a pas de questions, je passe à la section d'investissement. Donc on a voté un plan pluriannuel avec des crédits de paiement à hauteur de 7,4 millions. On a un déficit reporté à hauteur de 5 668 000, un capital de remboursement de la dette à hauteur de 2 185 000, des cautions à hauteur de 46 000, des subventions amorties pour 175 000. La couverture, je vous l'ai dit en début de mes propos, pour la couverture du couloir de l'abattoir,
à hauteur de 62 000 euros et en équilibre avec 500 000 euros de dépenses imprévues, donc pour une section d'investissement à hauteur de 25 264 000, avec à côté les divers chapitres dans lesquels, les chapitres travaux pour le chapitre 21, la voirie est dedans, le chapitre 20, ce sont essentiellement des études, le chapitre 24, c'est les subventions, les fonds de concours, et 200, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, 204, les fonds de concours, les subventions et les aides aux immeubles d'entreprise. Le chapitre 23, c'est pour les créations de bâtiments. Et le reste, c'est les comptes tiers, c'est-à-dire de l'avance qu'on fait, mais qui sont remboursés par les communes. Par exemple, le dojo au gymnase de Martel. On fait l'avance et ensuite Martel rembourse ce compte-là. Il y a aussi dans le compte de tiers les cœurs de village. Vous savez, quand on paye tout, et après, par exemple, ce qui est réseau annexe, qui sont des compétences des communes, c'est reversé ensuite à la communauté de communes. Sur la section d'investissement, donc les subventions, donc à ce moment de mon propos sur la section d'investissement et en recette, je me dois de remercier profondément celle qui était en charge de l'ex-résidence avant moi, Monique Martignac, pour avoir fait un travail remarquable sur les recherches de subventions, parce qu'on était très en retard sur ce sujet-là, et le travail qu'elle a fait a permis de faire une récupération forte de ces subventions-là, et également elle a mis de l'ordre dans tout ce qui est amortissement de la section d'investissement. Donc merci Monique pour ce travail qui était essentiel et primordial. Donc sur les recettes en subvention, on ajoute l'affectation de résultats, comme on a vu tout à l'heure, à hauteur de 4,6 millions. Bien évidemment, le fonds de compensation TVA à hauteur de 2,4 millions, plus une fraction des fonds de compensation TVA du 4e trimestre qui vont rentrer sur 2021 à hauteur de 470 000 euros, les subventions, les cautions locatives, la dette nouvelle à 997 000, donc 997 000 qui est l'emprunt qu'on a vu tout à l'heure, vous savez, pour les aides à l'économie, et le million qui avait été préconisé d'emprunter supplémentaire, qui était la préconisation de la Commission Finances, puisque vous savez que pour le reste, on se sert de notre fonds de roulement. Donc on arrive à des recettes à hauteur de 19,9 millions. Il faut virer 5,5 millions du fonctionnement pour équilibrer, et donc on équilibre à hauteur de 25 264 000. Bien évidemment, ces 5,5 millions seront en fonction du rythme des investissements et de notre capacité à aller chercher les subventions aussi, bien évidemment, au fil de l'eau. Donc voilà pour ce qui est du budget principal de 2021 pour notre communauté de communes. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, simplement, je voudrais proposer ou demander qu'on ait un retour quelquefois d'informations sur des aides qu'on apporte, comme par exemple l'abattoir de Saint-Céré. Je crois que ce serait bien de temps en temps d'avoir aussi un petit bilan de santé. Est-ce qu'ils vont mieux? Est-ce qu'ils ont toujours des difficultés, etc. Je rappelle que pour l'abattoir de Saint-Céré, le travail est mis en place pour regarder le fonctionnement et essayer de faire en sorte qu'effectivement, il y ait une amélioration au niveau du fonctionnement de cet abattoir et qu'on arrive enfin à essayer de purger un petit peu certaines dépenses et d'arriver à un équilibre qui nous dédouane effectivement de cet accompagnement. Mais sur l'abattoir de Saint-Céré, oui, le groupe de travail s'est mis en route. À vrai dire, pour ajouter qu'est-ce que vient de dire Pierre, en fait, sur l'abattoir de Saint-Céré, il y a deux sujets. Il y a le plan France Relance du gouvernement qui prévoit des aides possibles pour le bien-être animal et les abattoirs, donc avec une ligne spéciale pour laquelle nous avons par opportunité, si j'ose dire, candidaté pour essayer d'obtenir des aides sur de l'investissement sur l'abattoir. Et parallèlement à ça, il y a en effet le groupe de travail qui va s'appuyer sur un bureau d'études prochainement. Le marché public a été lancé
pour qu'on ait une expertise du fonctionnement global, des pistes d'amélioration, des difficultés. Donc, on sera en mesure dans quelques mois, si on n'a pas encore le recul pour vous donner des éléments, mais j'espère que ça viendra bientôt. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de mettre ce budget au vote. Le scrutin est ouvert. Encore un effort, évidemment. Allez, le scrutin est clos. Et je vous remercie. Dernier point, vous vous souvenez du pré-relais et de l'emprunt pour les FIE. Donc on va y revenir. Donc on a, pour ce qui est du... Oui, voilà. Pour ce qui est de l'emprunt. Donc l'emprunt, on avait deux offres du Crédit Agricole. En fait, on avait la deuxième offre était faite pour essayer d'avoir une phase d'anticipation, hein. C'est-à-dire pouvoir demander l'emprunt, mais de le contracter que plus tard. En fait, les travaux se font et on aura besoin de rentrer l'argent rapidement. Donc on a besoin de cette phase d'anticipation. Donc vous oubliez la deuxième colonne et vous regardez simplement la première colonne. Donc c'est un emprunt sur 15 ans à hauteur de 240 000 €. Le Crédit Agricole nous donne un taux à 0,68. Il y a 480 € de frais et le total entre les frais et des intérêts de 1251 plus les frais, on arrive à un coût global de 13 130 €. Ensuite, la caisse d'épargne, on avait un taux toujours de 140 000 € 15 ans, par contre là 0,88, donc 16 000 € d'intérêt, un coût global à 16 404. La banque postale, sur 15 ans, on était à 0,71, et sur 15 ans et un mois, alors moi, là j'ai un petit trou de mémoire, je ne me souviens pas pourquoi. Mais c'était pareil, c'était peut-être trop. Non, je ne sais plus. Peu importe, parce qu'en fait, les taux sont à 0,71 ou à 0,81, et avec les frais de dossier, on a effectivement des intérêts qui sont supérieurs à hauteur de 13 219 € et 15 362. Donc, 15 362. Donc, on voit que sur cette analyse des offres, c'est le Crédit Agricole qui arrive devant. Sur le pré-relais, donc de 320 000 € sur 2 ans, le temps d'attente de nos subventions, hein. Le Crédit Agricole nous propose du 0,60, la Caisse d'épargne nous propose du 0,60 et la Banque postale du 0,81. Donc on a 3 480 € d'intérêt pour le Crédit Agricole, plus 740 € de frais de dossier, on est à 4 580. On est un petit peu moins cher sur la caisse d'épargne parce qu'il n'y a que 300 € de frais au lieu de 740. Et donc on arrive à un coût global de 4 140 € et la banque postale est à 5 504 €. Donc si on cumule le pré-relais et l'emprunt, le total des charges financières sur 15 ans, on a 20 544 € pour la caisse d'épargne en intérêt, 18 963 pour la banque postale et 17 711 pour le Crédit Agricole. Je vous proposerai donc de retenir la proposition du Crédit Agricole qui est la mieux disante. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Pierre, je précise que je ne participerai pas au vote. Oui, oui, je comprends. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous soumets la proposition du Crédit Agricole à vos votes. Le scrutin est ouvert.
Le scrutin est clos. Je vous remercie. J'en ai terminé, mais avant de finir, je voudrais que quelqu'un me rejoigne. Ah non, mais c'est fini, si, c'est fini. Oui, c'est fini ça. On l'a fait. Je voudrais que quelqu'un me rejoigne parce que depuis plusieurs mois, il a fait à mes côtés un travail considérable pour préparer à la fois nos commissions de finances et puis le pays et puis tous les budgets. C'est Jean Provençal, donc je voudrais qu'il laisse tomber son humilité, qu'il veuille bien descendre et qu'il vienne à côté de moi, parce que je voudrais bien, non, il y en a qui ne te connaissent pas, donc viens tomber le masque, parce que je veux que l'ensemble de la communauté sache le travail extraordinaire que tu as fait pendant ces semaines, et indépendamment de ça, je dois dire que ça a été un vrai plaisir de travailler à tes côtés, donc merci et bravo. Donc, en attendant qu'il arrive, je voulais simplement dire que je me suis trompé dans le vote, étant de la famille de Jean-Claude, je voulais m'abstenir, et je me suis trompé, donc j'ai voté contre, je ne suis pas contre le Federico. En fait, quand il y a un conflit d'intérêt potentiel comme ça, il faut voter, ne prendre pas part au vote. Il ne faut pas s'abstenir, mais il ne faut pas prendre part au vote. Voilà, donc Qu'est-ce que j'ai voté, Pierre? J'ai fini. Merci Pierre. Alors moi je ne sais pas, je ne propose pas d'applaudir Pierre, hein, parce que sinon ça va se finir, on va se voir à la télé. Mais en tout cas, je vais moi aussi donc, remercier très sincèrement les services, bien sûr. Jean en tête, mais derrière les autres personnels des services, et puis les élus de la commission de finances, Pierre aussi, pour le travail fourni. C'est vrai que c'est un travail de clarification énorme qui a été fait. Monique Martignac qui a participé aussi précédemment, et je pense que le résultat est à la hauteur de nos attentes. En tout cas, ça nous permet d'avoir une visibilité sur ce qu'on peut faire réellement, sur ce qu'on fera, avec des possibilités d'évolution, bien sûr, et des aménagements. Et il n'y a pas fini. Je suis désolé. Il manque le vote aux subventions d'équilibre. Donc, on les a vus au travers des budgets. Donc, Xilo du Nombre a besoin de 18 000 €, le cinéma 59, les cieux 25, la MSP à Bignac 6 000, et puis rien pour les hôtels d'entreprise. Donc, voilà, c'est les 109 000 € qu'on a vu tout à l'heure. Donc, excusez-moi, le scrutin est ouvert. Donc, si je sais pas, moi. Oui, le scrutin est ouvert. On avait passé, mais on n'avait pas voté depuis un an. Le scrutin est clos. Je vous remercie. Voilà, donc merci à tous en tout cas. On va passer donc au point suivant sur l'immobilier d'entreprise qui concerne une modification pour un pareil, peut-être Jean-Claude. Oui, c'est une modification en fait pour ce dossier qui porte sur l'importance du projet qui est modifié. La société Alpareil a demandé un dossier de l'immobilier d'entreprise au nom de l'entreprise Alpareil Casino. Et en fait, c'est la SCI immobilière Montrand qui va porter le projet. C'est juste pour différencier entre le porteur de l'immobilier et l'activité qui reste à Alpareil. Voilà. Donc c'est juste une merci. D'accord, très bien, merci. Donc j'ouvre le scrutin. Le scrutin est clos. Merci. Voilà.
Voirie et chemin, donc le point numéro 92, attribution des marchés de travaux pour le programme voirie 2021. Je passe la parole à Francis. Merci, Président. Donc, ce programme ce marché voirie 2021 intéresse la voirie rurale et la voirie urbaine. Il a été lancé en décembre 2020 afin que l'on puisse réaliser les travaux avec la nouvelle saison et obtenir bien sûr les meilleurs résultats. La crise sanitaire, l'organisation des services voiries nous a contraints de lancer ce marché sur des quantités fictives. Ces quantités sont basées sur les travaux effectués antérieurement, de telle sorte que l'on soit au plus près des programmes 2021. Et ce programme, donc, bien sûr, a été arrêté en commission locale. L'estimation globale fondée sur un taux de retour qui se restera bien sûr à formaliser a été arrêtée à 2 750 000. Ce marché est scindé en travaux qui sont calqués sur le découpage géographique des 3 centres. Un lot pour le secteur ouest qui regroupe 26 communes, un lot pour le secteur centre qui regroupe 27 communes et un lot pour le secteur est qui regroupe 24 communes. Les formalités d'avis et d'appel à la concurrence ont été réalisées de manière uniforme. Le montant de chaque lot est défini entre un seuil minima et un seuil maxima, qui est donné en TTC. Pour le lot numéro 1, le seuil est compris entre 650 000 et 1 100 000. Pour le lot 2, entre 410 000 et 750 000. Pour le lot 3, entre 540 000 et 1 250 000. Ce marché intéresse l'année 2021 uniquement. Le prochain marché sera passé sur la base des estimations réelles correspondant aux besoins de nos communes. Des entreprises ont répondu pour chacun des lots. Pour le lot 1, 3 entreprises, pour le lot 2, 5 entreprises et pour le lot 3, 2 entreprises. La commission MAPA du 27 janvier 2021 a trouvé des prix élevés dans chacune des offres et dans chacun des lots. Elle a souhaité négocier avec les mieux-disants et pour chacun des lots. Ces nouveaux résultats ont été décevants et la Commission a renégocié une seconde fois avec une audition des candidats le 11 février 2021. Dans le lot 1, nous avons obtenu une baisse substantielle, alors que dans le lot 2 et 3, cette baisse est très significative. Donc voilà, je vous donne les résultats en fin de compte que la Commission MAPA a arrêté. Donc pour le lot numéro 1, c'est l'entreprise Marcouli, avec un marché à hauteur de 793 86,44. Pour le lot 2, c'est l'entreprise Kounas, pour un montant total de travaux de 368 977. Et pour le lot 3, c'est TPJ, pour un montant de 530 937,35. S'il y a des questions, donc je vous propose de retenir les entreprises de Marcouli pour le lot 1, l'entreprise Colas France pour le 2, l'entreprise TPJ pour le 3, et autoriser le président à signer tous les actes et documents nécessaires à la mise en application de ce marché. Hein? Oui, donc merci Francis. Donc rappeler ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que sur les lots Est et Centre, on a obtenu une baisse très importante, pratiquement 20% de tarif, ce qui permettra de faire d'autant plus de linéaires, de voirie évidemment. Donc je le mets aux voix s'il n'y a pas de questions. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Je vous remercie. Alors peut-être je vais passer à la parole. Il y avait une question de Christian Andrelas, il y avait une question de Michel Sylvestre. Peut-être sur le sujet de la voirie, j'y pense. Oui, merci de profiter du thème pour poser la question. D'abord, excusez Michel Sylvestre qui a dû s'absenter pour des raisons familiales. Donc, il souhaite que la question suivante soit posée. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président voirie,
Cette question sera brève. Les communes n'ont plus la compétence voirie tant sur le plan d'investissement que sur celui d'entretien. Nous n'avons plus le matériel nécessaire à ces travaux. Le nombre de lits de poules devient très inquiétant. Nous avons fait remonter à vos services ces problèmes en partie au peu d'entretien de nos rues. Vous imaginez notre surprise quand en réponse, nous avons eu un retour en mail nous donnant la possibilité d'aller chercher les matériaux pour boucher les trous, à charge à notre collectivité de réaliser le travail. À quoi sert donc la part des aspects voiries qui devait permettre l'entretien de ces voies nécessaires dans nos communes? Et si nous devons le faire, avec un petit peu d'humour a-t-il rajouté, doit-on envoyer la facture à Covalor? Je vous laisse répondre, sachant que la position de Michel Sylvestre est bien sûr de valider l'ensemble du budget de la voirie, etc., mais de pouvoir rediscuter ensemble plutôt de l'aspect matériel, on va dire, de la manière de pouvoir faire ces réparations plus que là-dessus. Bien. Donc, dans la compétence de la voirie, il y a bien sûr la part des investissements, mais donc on vient de voter le marché pour 2021. Il faut savoir également que dans le cadre de la compétence, on intervient également pour les réparations ponctuelles des voiries, ce qu'on appelle le point d'attente. Le trois quarts du temps, ça s'effectue donc l'été. Pour cela, donc, on a un marché donc, qui est donc, normalement qui passe dans le fonctionnement avec des fournitures de matériaux et, je dirais, donc, une réalisation des prestations de ce point d'attente qui est réalisée soit en régie, soit en entreprise privée. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le cadre du règlement de la compétence, donc, et ça a été toujours dit dans ce sens-là, la communauté de communes n'intervient pas dans le cadre des travaux d'urgence. Alors, il faut savoir que les travaux d'urgence, c'est quoi? C'est tout simplement en cas de forte rafale de vent, donc il peut y avoir des branches, des arbres, etc. Donc, on n'a pas suffisamment de moyens et de matériel personnel donc, pour pouvoir intervenir immédiatement et faire cesser ces dangers de sécurité. C'est pour cela donc, je dirais, cette activité est restée aux communes. Ça, c'est tout ce qui intéresse la sécurité. De même que lorsqu'il y a des nids de poules qui se forment dans la chaussée, on ne peut pas intervenir à tout instant sur ces points bien précis et ces particularités, et elles sont également laissées aux soins des communes. Pour ce faire, donc, la communauté de communes passe quand même des marchés et vous transmet donc, à chacune des communes donc, un marché de matériaux qui sont donc, de la robée à froid, des graves émotions et des matériaux non traités de 0,20. C'est tout simplement pour pouvoir intervenir donc, sur vos routes, donc, lorsque ça le nécessite, avec, je dirais, des bouchages de nids de poules. Forcément, il s'agit d'une sécurité, d'une intervention d'urgence qui est réalisée et réalisée par la commune, mais avec quand même des matériaux qui sont donnés ou offerts par la communauté de communes. Et vous avez dû recevoir certainement un courrier dernièrement qui explicitait donc, tout cela. Ou peut-être ça a été mal compris, mal interprété, je ne sais pas. De toute façon, certainement, ça fera l'objet d'une remise à plat, certainement dans les commissions locales et en commission thématique également. Il faut faire également évoluer, de toute façon, ce règlement de voirie, parce qu'il y a beaucoup de lacunes encore à l'intérieur. Il y a certainement aussi des incompréhensions de la part de l'ensemble des élus communaux. Et je pense qu'au fur et à mesure du développement, de l'avancement dans le temps, on arrivera quand même à peaufiner un petit peu tout cela, de telle sorte que ça soit bien clair et bien net pour tout le monde. Mais voilà, donc à ce que je viens de répondre et répéter quelque peu ce que je viens de dire en termes donc, de bouchage des nids de poules et des interventions d'urgence, elles ont été laissées, je dirais, à la commune. Voilà donc la réponse que je vous donne. Merci Francis. Voilà. Donc en fait, je pense que je crois qu'il y a, c'est vrai que le malentendu, il n'a peut-être pas compris Michel Sylvestre, mais c'est parce que le cadre drama était spécifique, vous aviez beaucoup de choses en régie, et là tout d'un coup vous arrivez dans le système de droit commun, et bien évidemment c'est très moins confortable, mais nous c'était comme ça pour les autres communes du territoire depuis longtemps, donc on a l'habitude d'aller chercher notre endroit à froid pour boucher les trous avec nos employés communaux. Mais donc voilà, c'est le droit commun, c'est une compétence qui n'a pas été prise par la communauté de communes. Après, il n'empêche pas que, je crois que la voirie, c'est vraiment la politique publique qui n'a pas permis d'obtenir des résultats satisfaisants sous l'ancienne mandature. Aujourd'hui, il y a un gros travail à reprendre parce que
Globalement, il y a beaucoup d'élus qui ne sont pas contents du système. Il n'a pas vraiment porté ses fruits, il n'a pas été convaincant, donc il faut reprendre ça. Et c'est vrai que Francis est sur le sujet, donc voilà, il y a un travail qui va être fait par la commission. Oui. Oui, je crois que la question n'est pas une mise en cause ni entre Val d'Or ni la commune, d'arriver à trouver une méthode pour satisfaire un petit peu plus rapidement, on va dire, ces problématiques qui apparaissent en effet quand il y a des périodes, comme on l'a vu récemment, parce qu'il y a 3 mois, il n'y avait pas mis de boule, et puis tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a des zones qui se dégradent très très fortement. Donc c'est vrai que ça serait bien qu'on trouve des moyens du fonctionnement, c'est une question d'investissement, c'est une question de fonctionnement, on va dire, par rapport aux petits moyens matériels dont on a besoin pour bien faire le travail. Parce que la réponse qui nous a été donnée de dire que pour damer, on va dire la route, il faut passer le camion dessus, le haut du camion, c'est pas top. Voilà. Donc on va essayer de trouver entre nous les moyens matériels, on va dire, pour bien faire les choses. Alors, le point numéro 93 concerne donc la politique patrimoniale. Je passe la parole à Guillaume sur le château des Doyens, entretien. Oui, merci Président. Bon, moi aussi, je vais vous parler de boucher des trous, mais pas des trous de la voirie, des trous de la toiture du château des Doyens. Donc, vous savez, nous sommes propriétaires de ce château Renaissance à Carénac, absolument superbe, et ce château, il a besoin d'entretien. On a des trous récurrents, des infiltrations d'eau, donc il faut faire quelque chose. Et je vous propose de valider en fait le plan de financement suivant avec un total pour les travaux de révision de 31 815,43 €, avec 40% de participation de l'État, 20% de participation de la région, 15% du département et 25% d'autofinancement. Ok, merci Guillaume. Donc on met au vote, au scrutin. Il n'y a pas de questions. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Je vous remercie. Le point numéro 94. Alors, il s'agit de fixer les tarifs pour la régie du Pays d'Art et d'Histoire pour l'année 2021. Vous savez que chaque année, le programme du PNH comprend de multiples visites guidées individuelles, des animations, des ateliers artistiques en famille. Tout un tas de visites sont organisées. Je tenais d'ailleurs à saluer la qualité du travail effectué par le Pays d'Art et d'Histoire et la qualité du programme. Donc tout cela fonctionne en régie et je vous propose de faire comme chaque année, en fait, de voter la grille tarifaire. À noter que pour cette année, il y a un nouveau tarif, c'est un tarif général pour la visite théâtralisée Billard de Château. Ok, merci Guillaume. Donc là aussi, je propose d'ouvrir le scrutin. Le scrutin est clos. Je vous remercie. Informations et questions diverses. Alors, vous avez la parole. S'il y a des questions. Avant qu'on donne la parole à nos parlementaires. Pas de questions? Christophe. Ah oui, la motion. Je te laisse présenter. Ouais, on va vous proposer donc de voter une motion pour soutien aux ferroviaires pour la ligne Brive-Aurillac. Je vais essayer d'être assez rapide. C'est par rapport à la ligne ferroviaire de Aurillac, Montenoux, Brive, que tout le monde connaît, qui a la particularité d'être sur 3 régions. Et cette chose-là, cette particularité géographique, entraîne des difficultés, notamment dans sa gestion.
Une manifestation d'usagers a eu lieu samedi. Depuis plusieurs années, elle est menacée. Donc, je vais vous lire un petit peu les éléments essentiels et vous demander de valider une motion de soutien en fait, à cette ligne pour qu'elle perdure, puisqu'elle est assez importante et vitale pour cette portée du territoire. Donc cette voie, en fait, elle fait 100 km. Elle dessert les bassins de vie du nord du Lot, du sud de la Corrèze et d'une partie du Cantal. Donc comme je l'ai dit, elle traverse 3 régions administratives et elle possède un tronçon commun avec la ligne Rodez-Brive. Voilà pour la situation. La région Auvergne a la maîtrise des circulations ferroviaires. Donc ça c'est important parce que c'est elle qui a donc la main sur les travaux, alors qu'une grande partie des lignes est gérée par l'Occitanie. Donc ça c'est la particularité. Des travaux ont déjà été réalisés, notamment entre Brive et Saint-Denis par l'Occitanie et Nouvelle-Aquitaine et entre Lamativie et Aurillac, donc Auvergne-Rhône-Alpes. Le tronçon entre Saint-Denis-Prémartel et Bretenoux-Lamativie dépend de la région Occitanie et la SNCF annonce la fermeture de la ligne du 8 mars au 27 août. Alors, on peut s'en réjouir parce que ces travaux sont attendus depuis de très très nombreuses années. Voilà, donc ça c'est une bonne chose que ces travaux arrivent enfin, c'est plusieurs millions d'euros qui sont mis sur cette voie. Mais même si on est satisfait de ces investissements, le Conseil communautaire de Coval d'Or donc relève des points de vigilance, c'est ce que je vous demande de valider. La première des vigilances, c'est que la mise en place des transports de substitution serve à couvrir sur la période des travaux les besoins de la population du secteur, donc de Biars-Bretenoux, Laval-de-Serre, Lamativie, Saint-Denis. Que les communes de Biars et de Girac possèdent une unité de production de traverse en bois sur le territoire, il serait peut-être cohérent de ne pas utiliser sur nos voies ce matériel et de le substituer par les traverses béton, quand c'est possible d'utiliser du matériel qui est produit chez nous. Voilà, donc ça c'est important aussi pour l'emploi sur le secteur. À Biars, une zone industrielle dynamique possède un potentiel de transport de marchandises important et dispose d'un atout sérieux puisqu'elle est reliée à une ligne par un embranchement, hélas utilisé depuis une dizaine d'années mais qui doit être maintenu. L'entretien des lignes de la cour fret de Biars et des voies de croisement doit être assuré afin de pouvoir maintenir et développer le fret ferroviaire dans le futur, donc conserver en fait l'existant. Les ouvrages d'art, évidemment, doivent bénéficier de travaux et permettre la circulation de trains en charge, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Enfin, assurer des correspondances, parce que encore est une chose de prendre le train à Biars ou Saint-Denis, mais encore faut-il pouvoir récupérer le train qui va vous amener ensuite à Toulouse, à Limoges, et là je pense notamment aux étudiants, mais aux gens qui peuvent se déplacer sur le territoire. Nous demandons que la CNCF respecte les engagements avec la circulation quotidienne du train de nuit Rodez-Saint-Denis près de Martel-Brive, Paris. Donc ça c'est quelque chose qui est remis au bout du jour, c'est une bonne chose, donc on demande que ça soit suivi des faits. Enfin, cette particularité de territoire où on est un peu à l'extrémité de la région Occitanie fait que les tarifs souvent prévus, les tarifs Occitanie avec les tarifs de train à 1 euro, ne sont pas toujours utilisables par les voyageurs sur cette ligne-là. Donc nous demandons une harmonie entre les différents tarifs régionaux pour que les usagers de notre territoire puissent bénéficier des tarifs promotionnels, notamment les jeunes qui se déplacent pour leurs études. Enfin, nous demandons d'être tenus informés de la nature des travaux, de leur durée et des mesures mises en place pour permettre une continuité des services publics. Dernier point important, nous demandons le classement de la ligne d'intérêt structurant pour le territoire dans le cadre de l'évolution de la loi d'orientation des mobilités, car nous dépendrons à terme des financements de l'État. Donc en fait, c'est juste faire en sorte que cette ligne soit classée et considérée dans le futur. Donc les élus de la communauté de communes de Causse et de la Dordogne seront attentifs au maintien des structures ferroviaires et de l'offre de transport pour notre population. Notre territoire rural est dynamique, ses habitants méritent de disposer d'un système de transport ferroviaire moderne et performant. Donc il s'agit d'une motion qui n'est en rien polémique, mais qui cherche à maintenir et à entretenir les dispositifs que nous avons, mais faire en sorte que la CNCF tienne les engagements et nous informe aussi des dispositifs qui sont mis en place, et que le fait que ces 3 régions, avec notre territoire un peu au milieu, là, arrivent à s'entendre et qu'on soit au milieu concerté, en fait, quand les choses se passent sur notre bassin de vie. Voilà. Merci Christophe. Alors, je propose de voter cette motion. S'il n'y a pas d'intervention, votre scrutin est ouvert.
Le scrutin est clos. Je vous remercie. Alors, on va peut-être passer la parole à nos élus nationaux, qui sortent épuisés de ces 26 budgets annexes. Peut-être Madame la députée. On va passer le micro. Elle veut que je commence parce que dans la hiérarchie, les députés sont plus forts que les sénateurs, donc ils doivent terminer les débats. Donc, alors, mes chers collègues, merci à la présidente Raphaël Daubré de m'avoir invité à cette réunion. Ça me fait du bien parce que j'ai le plaisir de revoir les élus et depuis quelques mois, il nous manque d'inauguration, il nous manque de réflexion, il nous manque de discussion. Il nous manque de concertation. Et c'est vrai que de ne pas se voir, de se pas masquer, de ne pas pouvoir se parler, de ne pas pouvoir se rencontrer, c'est frustrant. J'espère qu'on reviendra bientôt à une période plus normale et plus sociale et démocratique de la vie de notre pays. Alors, le budget, eh bien, on dit que c'est très long, mais il va tenir à 11h du soir. Il va être le 21h, on a fini, donc c'est même plus court que je n'ai pas été. Mais c'est vrai que l'heure du jour, 95 fois l'heure du jour, c'est quand même impressionnant. Mais je dois vous dire que j'ai retrouvé avec plaisir l'ambiance des budgets. Parce que c'est vrai que cette avalanche de chiffres, hein, et puis cette manière d'expliquer, je voudrais donc féliciter donc Pierre Moll, qui est un excellent pédagogue, qui a bien su décortiquer le budget, parce qu'un budget, soit vous lisez une par ligne, une par une, personne ne comprend rien, ou alors vous essayez de faire la synthèse, d'expliquer, et c'est ce qu'il a fait. Je crois que c'était très pédagogique et très instructif. Alors, j'ai écouté un peu ces chiffres. Bon, d'abord, j'ai vu qu'en 2020, vous avez l'excédent. Et puis là, 2 200 000 d'excédent, c'est mieux que d'avoir le déficit. Et puis, j'ai vu que vous avez également en 2021 prévu donc un budget d'investissement pluriannuel avec donc autorisation de paiement, crédit de paiement et autorisation de programme. C'est bien pour l'avenir. C'est vrai que c'est bien de voir une vision, même si le budget est une opération annuelle, c'est bien d'avoir une opération pluriannuelle donc, dans l'investissement. Et je crois que c'était une bonne chose. Alors, c'est un budget quand même conséquent, puisque 29 millions de fonctionnement, 21 millions d'investissement, quand même sa tête, oui, ce qui montre la puissance de cette communauté de communes, mais il y a des besoins, c'est vrai. Et j'ai aimé la phrase du président qui dit qu'il faut un équilibre territorial, mais c'est normal. Parce que quand on a présidé les structures, c'est arrivé, on a présidé quelques communes, eh bien, on essaie de répartir sur le territoire. On n'est pas là pour tout prendre pour sa commune et rien pour les autres. Il faut donc, et même quelquefois on donnerait quelquefois un peu plus pour les autres que pour la sienne. Ça m'est arrivé comme conseiller général. Bon. Mais pourquoi? Parce que bon, on passe par l'élection suivante, bien sûr. On a quand même toujours un souci d'équilibrer et de bonne entente, n'est-ce pas, à l'intérieur d'un conseil ici, d'un conseil communautaire. Car c'est vrai que l'entente des élus est primordiale pour faire marcher, vivre ces territoires. Alors j'ai appris quand même, c'est découvert ce soir, le vote, votre vote. Vous êtes à l'avance sur le Sénat. Parce que au Sénat, on vote à main levée. Quand il y a un litige assis et debout, mais on ne vote au scrutin électronique que s'il y a une demande, et le vote au scrutin électronique, on vote en partie par les groupes. C'est-à-dire que les sénateurs ne sont pas toujours tous là, donc le responsable du groupe vote pour son groupe, donc ça s'affiche aussi, mais j'ai découvert ça, je me suis dit, ça, c'est bien d'avoir ce système de vote électronique qui permet en particulier de voter très rapidement. Si vous passez avec un vote normal, donc pour 90 votes, c'est très très. Alors simplement pour le Sénat, eh bien, pour faire la partie du du Sénat, chacun est convaincu ici, le Sénat défend les communes, car nous sommes le grand conseil des communes de France, et chaque fois que je vote une décision, et c'est le cas d'Angèle Béville, qui n'est pas là, mais on a mis pour ça, et on essaie chaque fois de prendre une décision et de voir quel est l'impact sur les communes. Et en particulier, qu'est-ce qu'il y a l'impact sur les maires, parce que les maires sont souvent appelés à vérifier, à appliquer donc, une législation, et donc il faut que ce soit possible, il faut que ce soit réalisable. Et ce qui est également, on défend dans les communes, on défend aussi la ruralité.
Alors, au sujet de la ruralité, moi, je ne suis pas toujours au pouvoir de l'État, car il faut que l'État soit là, et l'État qui fait de la péréquation, qui fait de l'aménagement, avec les collectivités, à l'accord avec les maires. On a vu bien que avec la Covid, ça marche mieux si les autorités travaillent avec les maires qui sont au plus près du terrain. Et puis, je suis un peu quelquefois inquiet sur certaines mesures nationales qui pourraient être prises, si vous voulez, dans une espèce d'enthousiasme, vous voyez. Alors, je pense aux mesures climatiques, par exemple, comme on le débat, mais on essaie très bien, il faut faire ce qu'il faut faire, et puis après, quand on décline localement, c'est là quelquefois que c'est difficile. Et vous avez vu que la TGAP, par exemple, pour de mon principe, et vous allez demander elle baisse et nous, moi j'ai écrit à la liste pour la lycée cette TGAP pour que, comme il y a des problèmes pour l'instant, puisque les matériels renouvelables se vendent très bien, eh bien, on puisse faire passer au cadre d'autres collectivités. Alors c'est pour ça que c'est bien de prendre une mesure nationale, mais il faut voir l'impact local, en sachant bien sûr qu'il faut prendre des mesures fortes parce qu'on est dans le dérèglement climatique, on est dans le changement climatique, et ça, personne ne l'a fait. Voilà, je vais vous dire simplement, donc, en tout cas, merci de m'avoir invité, et je ne suis pas rajeuni ce soir de venir écouter ces musiques avec vous. Monsieur le Président, je vous remercie pour l'invitation. Pour commencer, quand j'ai reçu l'invitation et que ça tombait le 8 mars, je pensais que c'était à l'occasion du 8 mars que j'étais invitée, en fait. Mais depuis que je suis arrivée, je n'ai même pas entendu la mention du 8 mars. Donc, je me posais la question, et pourtant, dans votre communauté de communes, il y a beaucoup de femmes. J'ai eu l'occasion de compter le nombre de femmes sur la liste. Et je voudrais donc qu'on les applaudisse tous ensemble. Ça, c'est fait. Ce soir, c'est important pour nous, cette invitation, parce que ça permet de se rendre compte de ce que nos communautés de communes font, parce que comme vous le savez, nous, en tant que députés, on représente tout le monde, c'est-à-dire les élus, les citoyens, donc on a besoin d'avoir les retours de chacun. Et c'est vrai qu'individuellement, nous travaillons avec les maires sur leurs projets, mais c'est aussi intéressant pour nous qui ne sommes pas forcément des élus local, c'est-à-dire que je suis un peu l'exception du lot, c'est-à-dire que je n'ai pas de mandat local. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai plaisir à travailler avec les élus pour pouvoir justement prendre en compte leurs problématiques. Avant de parler des sujets qui sont intéressants et aussi peut-être répondre à un certain nombre de questions qui se sont posées, je voudrais en tout cas remercier les anciennes équipes de Covaldor, le président Géliévis et ses équipes, parce que j'ai également eu l'occasion de travailler avec eux depuis mon élection. Et remercier tous les services de Covaldor, il y a eu des changements, mais je tiens à les remercier. Et je tiens aussi à féliciter la nouvelle équipe, le président Raphaël Robé et ses équipes, et dire que ce qui compte pour moi, c'est l'intérêt du territoire et que je serai toujours ravie de travailler avec la communauté des communes et ses élus pour porter ensemble nos projets de territoire pour l'intérêt général et pour l'intérêt de nos concitoyens. Le budget que vous venez de voter, je suis ravie qu'elle soit répartie de façon pluriannuelle. Parce qu'on a le même problème, nous, au niveau de l'Assemblée nationale, quand on vote des budgets. C'est vrai que le budget, on le vote tous les ans, mais il y a des budgets qu'il faut faire de façon pluriannuelle. Comme ça permet à chaque révision d'adapter. Cette année, par exemple, nous sommes passés par la table de la COVID-19 que personne n'a prévu. Donc, ça permet en fait de miser sur des projets qui sont prêts et successivement d'accompagner les projets qui arrivent d'année en année.
Et ce qui est important aussi au niveau des communautés de communes, puisqu'il y a eu aussi dans les communautés de communes, c'est vrai que dans Covalda, on n'a pas vraiment de ville-centre, mais on a des villes moyennes avec plusieurs petites communes. Et ce qui est important, c'est que chacune de ces communes trouve son compte dans la grande communauté que vous constituez. C'est important parce que, comme on dit, la République, elle est partout, auprès des grandes communes, mais aussi des petites communes. Et tous les citoyens sont bien sûr identiques. Donc, si les collectivités s'entendent sur des projets, c'est d'autant plus facile pour nous, les élus nationaux, de les porter auprès des instances nationales. Et concernant la question de la mobilité, par exemple, dans la loi L'Homme, nous avions voté la possibilité pour les communautés de communes de prendre la compétence sur les mobilités. Et la date limite, c'est le 31 mars. Donc, à ce jour, je ne sais pas si Covalda a pris une décision par rapport à cela. Les mobilités gérées par les collectivités, les communautés de communes sont d'autant plus importantes que c'est au plus près de nos concitoyens. Et il y a aussi aujourd'hui sur notre communauté de communes, mais aussi sur le Lot de façon générale, le vieillissement de la population qui fait qu'on a besoin de transporter nos personnes âgées. Et je tiens à remercier les élus qui font par exemple des transports à la demande. C'est important, ils en demandent et partout là où ce n'est pas encore fait, j'encourage bien sûr à mettre en place cette initiative. Sur la mobilité, encore, vous avez parlé, vous venez de voter une motion sur les ferroviaires. C'est un sujet que je connais bien, la problématique de la desserte ferroviaire du Lot. Je me souviens qu'en 2017, quand on avait été élu, c'était dans cette salle même qu'on avait fait la première réunion de l'association Urgence Volt. Et on a pris en gros le relais de nos prédécesseurs, même si Jean-Claude était déjà bien au fait du sujet. Et aujourd'hui, il y a eu des avancées, mais il reste évidemment un certain nombre de problématiques critiques. Ça veut dire que le ferroviaire a depuis longtemps connu une phase, on va dire, il y a eu une certaine désuétude des voies qu'aujourd'hui, il faut vraiment une remise à niveau de ces voies. Et ce qui est rassurant, c'est que l'État a investi sur la ligne Pointe 2 milliards d'euros. Et dernièrement, il y a eu aussi une compensation à raison de 200 et quelques millions d'euros. Il reste juste la partie qui concerne les trois régions. Vous avez parlé dans votre motion. Il y a une partie qui est une partie financière que les trois régions doivent débloquer. Et par rapport à cette partie, ce que le ministre Debari a dit, c'est qu'il y a des négociations en cours. Il y a normalement le contrat État-région qui est signé pour certaines régions et qui est en cours pour d'autres et qui va permettre de prendre en compte les petites lignes. Ce que nous, on a voté à l'Assemblée nationale quand on avait fait la loi sur le statut de la SNCF, on a voté la loi avec l'exigence de pas de suppression de petites lignes. Donc, il n'y aura pas de suppression de petites lignes. Nous avons aujourd'hui des difficultés. Nous avons du mal avec SNCF à chaque fois que le train ne circule pas. Ils ont du mal à mettre en place des moyens de substitution. Donc, je peux vous assurer que toutes les semaines, SNCF reçoit un courrier parce que toutes les semaines, les usagers ont des difficultés. Donc, c'est un sujet que je suis de près. Pour ce qui est de la loi énergie-climat, Monsieur le Président a parlé peut-être de possibles obligations de faire de l'artificialisation des sols.
Et malheureusement, dans la loi, on va devoir voter la non-possibilité de faire de l'artificialisation des sols. Par contre, ce qu'on encourage, c'est d'utiliser des friches industrielles pour faire de nouveaux projets. Donc, on peut voir sur des friches industrielles des implantations solaires et autres usages. Au niveau du plan de relance, l'État accompagne nos territoires et comme je l'ai dit dans mes vœux, ma priorité c'est que notre département, notre communauté de communes soit vraiment en état de marche une fois qu'on sortira de la crise Covid. Ça passe par les investissements des collectivités, donc par ce budget que vous venez de voter, mais aussi par l'accompagnement de l'État à travers les différentes finances. Et sur le plan de relance, il y a eu plusieurs volets, le volet des collectivités, que vous connaissez bien à travers les petites villes de demain, mais aussi le volet des entreprises. Et par exemple, sur notre communauté de communes, il y a eu Pivaudran, mais aujourd'hui, il y a eu aussi Tio Engineering qui est à Pivaudran, qui vient d'avoir le plan de relance dans le domaine de l'aéronautique, la défense et le spatial. Donc, nous allons ensemble porter les projets de nos entreprises et les accompagner pour que demain, cette communauté de communes, elle soit bien sûr, elle soit une communauté de communes au service de ses citoyens et avec un taux de chômage le plus bas possible. Que vous dire d'autre que je suis vraiment engagée à vos côtés. Et individuellement, je m'adresse à chaque élu. Si vous avez besoin de votre député, elle sera toujours là pour vous. Je ne sais pas si tout le monde reçoit mes messages, mais vraiment, il y a des choses à faire et je suis à votre écoute. Sur une question que certains nous ont sollicité dernièrement, Monsieur le sénateur pourra le dire, c'est la question des écoles. Nous avons effectivement eu une réunion avec le recteur, mais il faut savoir que, au-delà du fait que le président de la République a annoncé, c'était la SUYAC aussi, qu'il n'y aurait pas de fermeture d'école sans l'avis du maire, il y a la fermeture des classes qui est indépendante de ces dispositifs. Pour la fermeture des écoles, nous, en tant que parlementaires, nous pouvons vraiment influencer, mais pour la fermeture des classes, on peut toujours écrire au DAZEN et au recteur, mais la décision finale ne nous revient pas forcément. Donc, quelquefois, on arrive à sauver des situations et quelquefois, nous n'y arrivons pas. Et je comprends la complexité de la situation, d'autant que pour équilibrer, je sais que M. le Président a utilisé le même terme en disant que pour les budgets, par exemple, il faut bien sûr qu'on essaie d'équilibrer sur chaque territoire. L'éducation nationale essaie aussi pour les fermetures des classes de fermer et d'ouvrir là où il y a plus d'enfants pour une question d'équité. Et nous, en tant que parlementaires, ce qu'on demande, c'est que, en principe, il y a 2 ans, en 2018, il y avait un protocole qu'on signait sur 5 ans, sauf que ce protocole, nous y avons bien travaillé. Moi, j'ai même fait un rapport, mais à la fin, les collectivités n'ont pas signé le protocole de 5 ans. Aujourd'hui, ce qui est fait, c'est des travaux entre les maires et puis les services de l'État, préfecture et le service de l'éducation. Ce qui veut dire qu'on n'est pas non plus inclus dans le créneau. Mais c'est à chaque fois, à la dernière minute, quand il y a des soucis, qu'on est sollicité. Moi, ce que je voudrais vous demander, c'est que n'hésitez pas à nous solliciter dès les négociations s'il y a des problèmes. Ça nous permet d'anticiper là-dessus. Mais je sais que ce n'est pas facile parce que vous avez déjà plein d'autres choses à faire. Donc, pour finir, nous avons le sujet sur la loi de presse qui est en cours de traitement, bien sûr. Je tenais à le dire parce que j'ai été sollicité sur ce sujet aussi. J'ai envoyé les courriers au ministre, la préfecture, mais aussi au président de l'INRAE. Donc, je tiendrai informer les élus de l'aboutissement de ce dossier.
Donc, je ne vais pas être très long parce que je sais que vous êtes déjà assez fatigué par la longueur du discours de Pierre. Donc, je suis à votre disposition si vous avez des questions à poser, je répondrai avec plaisir. Et pour finir, bravo mesdames les maires et les conseillères municipales, c'est votre journée. Nos droits, nous sommes toujours amenés à continuer à nous battre pour ça, mais nous avons aussi besoin de la solidarité des hommes. Et je ne peux que me réjouir que dans cette communauté des communes, on est à peu près à l'équilibre, l'égalité entre hommes et femmes n'est pas encore atteint, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie. Merci beaucoup. Merci. Il y a juste sur la loi LOM, je veux dire donc, que nous allons, le Conseil communautaire délibérera le 22 mars sur la question des mobilités et des compétences professionnelles ou pas. Voilà, donc c'est à venir. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des interventions. Caroline? Juste, Huguette, pour rappeler que nous avions créé un collectif des femmes élues du Lot, qui, ensemble avec Angèle, il était transpartisan, puisque c'est le jour de la femme, et que nous avons des nouvelles élues. Nous sommes un tiers, donc tu as dû compter une trentaine sur 108. Alors pourquoi ce collectif? Parce que nous avions besoin de nous retrouver pour parler de nos problématiques, que je ne vais pas vous dévoiler aujourd'hui. Seulement, il est vrai que, souvenez-vous que dans certains pays, les femmes sont à l'état de mineures toute leur vie. Nous étions en France aussi dans cet état-là jusqu'à 1945, où le droit de vote leur a été donné. Et nous n'avons eu un compte en banque dans les années 60, des responsabilités de nos affaires dans les années 80. Donc l'évolution existe, oui, nous sommes dans la bonne voie. Tout ce qu'on peut dire, c'est ce qu'on dialoguait tout à l'heure, c'est que nous avons plaisir à travailler ensemble, puisque nous, au conseil départemental, la parité a été imposée par la loi. C'est un peu humiliant, mais quelque part, ça a été vraiment, ce n'est pas remis en cause, c'est parce que vraiment nous travaillons en bonne intelligence, en parfaite harmonie, hommes et femmes, conseillers départementaux, État, ensemble. Donc voilà, tout juste pour dire que nous avons plaisir à travailler ensemble ici avec Raphaël. Merci Caroline. Et souligner que le CODIR, il y a aussi des femmes qui sont salariés de Coval d'Or, fonctionnaires, chargés de mission, agents, et le CODIR notamment qui est à parité à Coval d'Or, les directeurs généraux adjoints qui sont à parité. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ou interventions? Régis? J'avais une question pour Madame la députée. Le seuil pour les marchés publics a été porté pendant la crise sanitaire de 40 000 à 70 000 euros. Je crois que c'est pour le juillet. Moi, ce que je demande, pour faciliter la tâche, surtout dans les petites mairies, parce que là, ça devient terrible, le travail, pour ceux qui veulent faire les choses, tout le monde là, c'est de nous laisser bien sûr sur le deuxième semestre ce taux-là de 2021 et surtout de le garder pour tout 2022. Parce que 70 000, ça nous va pour une petite commune, 40 000 dans ces marchés publics, c'est très, très, très compliqué, enfin, surtout c'est très énergivore en temps, c'est pour la demande de garder sur une année encore, une année et demie ce seuil. Merci, Monsieur le maire, pour votre question. C'est une remarque très pertinente. Et comme vous le savez, nous allons bien sûr, dans le cadre de la gestion de la crise, à chaque fois, on fait des projets de loi de finances rectificatives. Et c'est dans cette loi-là successive qu'on prend les mesures pour ajuster justement ce qui se passe au niveau de nos collectivités et des entreprises. Donc, je retiendrai bien votre demande et puis on trouvera une solution. D'autre part, dans la loi climat et résilience, il y a aussi un volet sur la commande publique. Ça nous permettra aussi de mettre des éléments
important pour permettre aux collectivités de pouvoir, par exemple, s'approvisionner en circuit court et en bio, parce que justement, c'est aussi à travers l'achat responsable qu'on arrive à lutter contre le réchauffement climatique. Et pour vous dire que pour chaque loi, je fais des ateliers et des consultations. Ça permet vraiment de prendre en compte la situation du lot. Et je ne veux surtout pas que les Lotois s'inquiètent de cette loi énergie-climat, parce que la plupart, quand j'avais créé la Convention citoyenne, des Lotois ont participé et notre objectif à l'époque, c'était justement de coller au territoire du lot. Ça veut dire qu'on ne voulait pas tout simplement des mesures qui sont prises à Paris, mais on voulait coller au territoire. Donc c'est ce que nous essayons de faire à chaque fois que nous votons une loi. Merci. Bon, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie à toutes et à tous. Je vous dis à très bientôt. Merci. Égalité.